outro fator é entender que antes Toda a experiência esta série. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Alors, Madame la Première ministre, Madame Cresson, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder un peu de votre temps pour cet entretien qui va nous amener à rapidement évoquer le parcours politique, ministériel, mais surtout d'abord politique et militant, qui a été le vôtre. J'aurais une première question finalement assez basique à vous poser, qui a été, c'est votre arrivée à Châtellerault, puisque ça a été une des grandes forces du Parti socialiste, dans ce parti qui se reconstruisait en quelque sorte. Oui. Vous-même aviez des liens familiaux par votre père, qui était membre de la SFIO ou sympathisant de la SFIO. Oui, enfin, il était proche. Je ne sais pas s'il était membre de la SFIO, mais il était proche de la SFIO. Voilà, donc cette force du Parti socialiste dans les années 70 de s'ancrer dans des territoires. Et j'aimerais qu'on revienne, qu'on commence cet entretien par votre arrivée donc à Châtellerault. Comment s'est-elle décidée? Que vous nous racontiez un peu, d'abord, comment vous arrivez à Châtellerault et comment vous êtes perçu, y compris par les camarades qui pouvaient être sur le terrain. On sait que le parachutage n'est pas forcément toujours quelque chose de très facile, même si à l'époque il était peut-être moins difficile qu'il ne le fut par la suite. Donc comment arrivez-vous à Châtellerault et pourquoi Châtellerault d'ailleurs en quelque sorte? Oui, voilà. Bien, alors à cette époque-là j'étais au Parlement européen. Et François Mitterrand, lui, il était absolument convaincu qu'il fallait avoir un ancrage régional, local. Il attachait beaucoup d'importance au fait qu'on soit élu, quelque part. Et donc un jour, il me demande de venir le voir. Il me dit, voilà, il y a un endroit où j'aimerais que vous alliez pour vous présenter à une élection, parce qu'il y avait une élection partielle. Parce que le suppléant du député, le député c'était M. Ablin, père Ablin, le suppléant était mort, et donc il y avait une élection partielle. Il me dit, voilà, il faut que vous alliez à Châtellerault, et vous ne gagnerez pas. Il m'a dit, vous ne l'emporterez pas la première fois, mais enfin, ça vous apprendra, et vous irez de plus en plus vous ancrer, et peut-être un jour, vous gagnerez. Voilà, alors moi, je ne savais même pas où était Châtellerault, donc je me renseigne, et puis je prends contact avec la section locale du parti. Et là, j'ai été très bien reçue. Ce n'était pas un parachutage difficile, ils n'avaient pas de candidat qui pouvait présenter. Ils étaient très contents qu'on leur envoie quelqu'un. Et j'ai fait une campagne, j'ai découvert d'abord Châtellerault, qui est une ville extrêmement attachante. C'est une ville industrielle, ouvrière, comme on dit à Poitiers, ils disent avec un certain dédain. Châtellerault est une ville ouvrière. Je leur disais, je suis très fière d'être maire d'une ville ouvrière. Et donc, j'arrive, je vois une ville industrielle qui avait un passé avec un très fort parti communiste, qui à l'époque était plus fort que le Parti socialiste, comme dans beaucoup de circonscriptions. Et voilà, je mène la campagne et j'apprends à découvrir Châtellerault. La ville, elle a une histoire, cette ville. C'est la ville qui a été le plus résistante pendant la guerre de tout l'ouest de la France. C'est une ville ouvrière et c'est une ville qui a une tradition, en gros, de gauche, même si le député n'était pas de gauche. Donc, j'ai fait une campagne très active. On allait surtout dans les bals, parce que vous savez, dans les réunions publiques, il n'y a que ceux qui sont déjà convaincus qui viennent. Donc, dans les bals, je dansais et puis voilà, je faisais comme ça des connaissances. Et, vous faisiez campagne en dansant? Oui, j'ai fait la campagne en dansant et puis il y avait des banquets aussi. Bon, ça m'a beaucoup amusé. La section était très très opérationnelle, enfin ils étaient très mobilisés. On distribuait des tracts, je faisais du porte-à-porte, voilà. Et je n'ai pas été élue la première fois, mais j'ai battu Ablin, qui était député sortant et maire de la ville, sur sa propre ville de Châtellerault, de 60 voix. Donc je me suis dit, même si dans la campagne, ils ont continué de voter à droite, j'ai quand même, il y a quelque chose à faire à Châtellerault. Et comme la ville m'intéressait beaucoup, du fait de son histoire, de ses caractéristiques, je me suis attachée beaucoup à Châtellerault, affectivement.
Et puis j'ai continué d'y aller et de faire campagne. Ce qui fait que, bien sûr, après, j'ai été élue. J'ai d'abord été élue maire d'une petite commune qui jouxtait Châtellerault. En 77? Oui, qui s'appelle Thuré, petite commune rurale. Je me souviens que la droite disait, il y avait une très belle église. La droite disait, elle va démolir l'église. Oui. Et donc, voilà, c'était très intéressant. Et j'ai appris, le 10 mai, j'ai appris la victoire de François Mitterrand dans ma mairie. De Thuré. De Thuré. Et mon mari est venu me chercher, on a regardé à la télévision, et alors, voilà, il m'a ramené à Paris. Je me souviens que au péage, il y avait un type au péage, il est sorti, il m'avait reconnu, il a ouvert la portière et il m'a embrassé. Ah oui. Tellement il était content, parce que... Bon, et on est arrivé à Paris là-dessus. Bon, donc c'est comme ça que, étant maire de Thuré, j'avais une base locale. Et quand j'ai pu me présenter la fois d'après au municipal, c'était donc après l'élection présidentielle, j'ai été élue à la mairie de Châtellerault. Ce qui est quand même assez remarquable, parce que 1983, quand vous êtes élu maire de Châtellerault, on ne peut pas dire que c'était Ah non, ça n'a pas été un succès. un grand Presque succès tout le pour monde les était battu. municipales. Voilà. J'étais, je crois, la seule mairie qu'on ait prise, c'est celle de Châtellerault. Oui. Et donc ça venait confirmer en quelque sorte votre succès, votre premier succès aux élections législatives Oui, oui, en absolument. 1981, dans cette Oui. même circonscription. Oui, Où vous serez, alors il y a quelques évolutions de découpage, on sait pourquoi, en 87 notamment, oui. après la parenthèse de la proportionnelle de Oui, 86, oui, oui. il y a un redécoupage et en 88 vous êtes Oui. réélu député, et vous êtes donc élu député, sans discontinuer même si vous ne siégez finalement que peu, Oui. puisque vous siégez qu'entre 86 et 88. Oui, c'est ça. Puisque tout le reste du temps, vous n'êtes finalement pas une Non, parlementaire. après j'étais au gouvernement. Voilà, après vous êtes évidemment, comme vous êtes au gouvernement, vous n'êtes pas parlementaire en réalité. Non, j'avais un élu, suppléant. voilà, qui était mais très c'est bien. votre suppléant Ouais. qui siège à l'Assemblée Ouais. sans discontinuer finalement jusqu'en Oui, 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 bien sûr. 1993. Oui, oui. Sauf la petite année, Oui. on y reviendra tout à l'heure, entre 90 et 91. C'est ça, Voilà. voilà. Mais alors, ce qui frappe également quand on regarde votre succession de mandats électifs, donc d'abord maire Thuré, ensuite maire de Châtellerault, député, vous ne vous arrêtez pas là et vous prenez aussi quasiment à la force du poignet aussi un canton en 1982. Oui, Ça participait aussi de cette stratégie oui, d'ancrage. d'ancrage. Je voulais m'ancrer. Oui. Et la mairie et la députation, ça ne suffisait pas, il fallait aussi... Non, non, je voulais être ancrée complètement et d'ailleurs j'ai réussi. Oui, de peu, là aussi, en 1982, Oui. là aussi, qui n'était pas une belle... C'était pas un très bon contexte. Voilà, un très bon cru. Mais ce sont quand même alors, des élections gagnées dans des moments difficiles. Alors, certes, il y a cette volonté d'ancrage, mais cette volonté d'ancrage, elle ne vous concernait pas vous uniquement, puisque finalement, c'était une stratégie Oui. au long cours, mise en place par la direction du Parti socialiste d'alors. Comment dire les choses? Pourquoi vous acceptez d'aller à Châtellerault? J'entends bien, parce que Mitterrand vous le demande, en quelque sorte. J'y allais en sachant que je serais battue la Oui. première fois, parce que je voulais avoir un ancrage local et que, comme Mitterrand me proposait Châtellerault, j'ai pris Châtellerault. Si j'avais refusé, j'aurais pu refuser, mais je ne sais pas s'il m'aurait proposé autre chose. Hein. Oui. Donc, et puis Mais la ville m'a plu. Voilà. C'est vraiment François Mitterrand qui qui gérait en quelque sorte. Oui, oui, c'est ça. Et il avait envoyé Fabius en Normandie, enfin, dans une très bonne circonscription, Oui. par contre. Oui. La meilleure des La meilleure. circonscriptions. Oui, oui, ça. Oui, mais ça c'est le fait du prince. En quelque Exactement. sorte. Voilà. Oui. C'était pas à l'issue d'un processus Non, que pas l'on du tout. appellerait Non, démocratique. non, aujourd'hui. c'était le choix qu'il faisait. Voilà. Voilà. Parce que dans ces mêmes moments où François Mitterrand, donc vous avez une histoire longue avec François Mitterrand, puisque vous avez été petite main, comme vous expliquiez à plusieurs reprises en 65, lors de sa campagne. Ah bah, c'est-à-dire que j'ai rencontré François Mitterrand parce que j'avais fait HSC avec Paulette de Crène. Oui. Et Paulette de Crène, pendant la guerre, à Orléans, elle était petite. Elle m'a raconté un jour, quelqu'un sonne à la porte, elle ouvre la porte, et un jeune homme lui était là, et il lui dit « Dis à ton père que François Morland est là ». C'était son nom de résistance. Et donc, elle le connaissait depuis l'enfance, et quand elle a quitté HSC, elle est entrée, elle a travaillé avec lui tout le temps. Et c'est elle qui m'a fait venir.
Donc c'est par vous elle. avez une histoire longue avec François Mitterrand, Oui. de compagnonnage, Oui, oui. d'accompagnement et de militantisme politique Oui. avec lui. Mm. Vous rejoignez du coup le Parti socialiste en 71. Ben, j'étais à ce qu'on appelait la Convention des institutions républicaines et, j'avais des choses à faire. Ensuite, j'étais responsable de la jeunesse et des étudiants. Et on travaillait beaucoup avec l'UNEF, qui évidemment n'a rien à voir avec l'UNEF d'aujourd'hui, qui est une Je catastrophe. voulais justement vous interroger, non pas sur l'UNEF d'aujourd'hui, parce que ça ne mérite pas finalement Non. tant d'intérêt, que votre travail justement au secrétariat national, Oui, en 75 je crois, que vous Mm. devenez secrétaire national, justement sur cette question-là. Quelle était la stratégie qui était la vôtre à partir de 75 justement pour renforcer les liens, j'imagine oui, ben, c'est-à-dire qu'on avait des socialistes qui étaient très implantés à l'UNEF, et qui étaient à la fois au parti et à l'UNEF. C'était en somme la pouponnière des futurs responsables. Et ça marchait très bien. Sauf qu'il y avait des bagarres, ils se battaient entre eux, enfin, il y a eu des courants différents, c'était très agité, comme toujours dans le monde étudiant, mais c'était quand même intéressant, et il y a pas mal de socialistes qui ont eu des responsabilités après, et qui ont commencé à travailler à l'UNEF. Il y avait aussi ce petit sujet déjà du mouvement des jeunesses socialistes. Si mes souvenirs sont bons, je parle de mémoire, mais il me semble que justement, lorsque vous êtes nommé secrétaire national auprès de François Mitterrand sur cette portefeuille jeunesse et étudiants, qui avait une volonté en quelque sorte de reprise en main, en quelque sorte, Oui, du mouvement oui. des jeunesses socialistes. Voilà, exactement. Oui. Hein, on est d'accord. Donc en 1981, à peine élu député, vous devenez, alors ça moi j'avoue que je l'avais oublié, non pas oublié que vous aviez été ministre de l'Agriculture, parce qu'on y reviendra, on connaît votre appétence pour ces questions, puisque c'est là-dessus que vous avez finalement fait vos études pratiquement vous avez publié un certain nombre de travaux sur les questions agricoles, mais on y reviendra peut-être si vous le souhaitez, mais c'était sur les réactions que moi j'avais totalement oubliées, et puis en relisant un peu, je suis tombé sur des réactions extrêmement étonnantes suite à votre nomination. Oui, alors le président de la FNSEA, le principal syndicat agricole, François Guillaume, a dit « On voit le mépris dans lequel le président de la République tient l'agriculture puisqu'il a nommé une femme à ce poste. » C'est aimable, hein? Oui, bon. Très aimable. Et après, chaque fois que j'allais à une réunion d'agriculteurs, c'était des hurlements, des manifestations, ils essayaient de me taper dessus. Une fois, il a fallu faire venir un hélicoptère pour me sortir de là. Je ne pouvais aller qu'escorté d'un grand nombre de policiers. Enfin, c'était vraiment terrible. Et quand je suis allée à une de leurs manifestations de la FNSEA, il y avait une grande banderole d'un bout à l'autre de la salle où il était écrit en grandes lettres rouges « Edith, on t'espère, meilleur au lit qu'au ministère ». Alors je leur ai répondu « Ça tombe bien que je sois ministre de l'Agriculture parce que comme j'ai affaire à des porcs, je vais devoir m'occuper de vous ». J'imagine que ça n'avait pas détendu l'atmosphère. Ben non, mais c'était pas fait pour détendre non plus. Oui. Non. Et alors, comment dire, est-ce que la proposition de François Mitterrand, j'imagine que c'est lui plutôt qui l'a fait plutôt que le Premier ministre de l'époque, de vous nommer ministre de l'Agriculture, est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris ou pas du tout? Ça ne m'a pas surpris pour une raison simple. C'est qu'à la Convention des institutions républicaines, j'étais chargée du dossier de l'agriculture, agriculture et environnement. Et ensuite, quand j'étais au Parlement européen, je me suis inscrite à la commission agricole parce qu'aucun socialiste ne voulait s'y inscrire. Et comme la politique agricole commune, c'était quand même extrêmement important pour la France, je me suis inscrite dans cette commission-là. Donc j'avais quand même une justification, si vous voulez, pour être à l'agriculture. Mais vous n'aviez pas occupé, à part au moment de la CIR, mais au niveau de l'organisation du Parti socialiste, vous n'aviez pas occupé le secrétariat national aux questions agricoles, par exemple. Non. Donc, d'ordinaire, souvent, on remarque quand même une certaine continuation. Quoi. Non, c'est avant le congrès d'Épinay que je me suis occupé de l'agriculture. À la CIR. Et ensuite au Parlement européen. Voilà. Ouais. Et donc, quand vous arrivez au ministère de l'Agriculture, bien entendu, vous connaissez. Mais je connaissais très bien les règles, la PAC, et que la principale bagarre du ministre, c'était de défendre les prix
hein. Oui. Et comme la France produit de tout, on ne peut pas négocier. Les autres pays, ils disent, bon, ben, sur le blé, je vais demander moins, sur le lait, je vais demander plus, etc. Nous, on produit de tout, et donc, c'est très difficile. Et j'ai passé des jours et des nuits à négocier les prix, et je leur ai obtenu de très bons prix agricoles. Évidemment, jamais dit merci, mais je ne le demandais pas, mais un minimum de politesse, je Ouais. n'ai même pas eu. Ouais. Et quelle a été la réaction de vos collègues, et même évidemment, je ne parle pas de votre entourage familial, ce qui a dû être extrêmement difficile pour Très l'entourage dur, familial. ouais. On oublie souvent, mais c'est une donnée extrêmement importante pour un homme ou une femme politique que de supporter les avanies, non pas par rapport à soi-même, mais par rapport à son entourage. Mais quelles ont été les réactions, par exemple, évidemment de François Mitterrand ou de vos collègues par rapport à cette goujaterie des plus, Je ne sais pas, il m'en a jamais des parlé, plus mais anciennes? pour ce qui est de ma famille, quand mes filles, qui étaient petites à Oui. l'époque, regardaient à la télévision les attaques dont je faisais l'objet, elles étaient atterrées, hein. Et ça vous a renforcé dans votre conviction Oui, ou ça, oui. ou ça a un peu tangué un peu Non, quand je suis même? restée un peu plus d'1 an. Oui. Et j'ai obtenu des résultats qui étaient excellents, mais jamais, Alors, j'ai jamais réussi à les calmer. par la suite, vous occupez des fonctions ministérielles ou des portefeuilles ministériels qui font là, je trouve, l'objet d'une forte cohérence quand même. Commerce Ah oui, extérieur, alors ça, c'est le plus beau ministère. voilà, commerce extérieur et ensuite redéploiement industriel Et commerce et extérieur. commerce extérieur. Ça, c'était le mieux. C'était Ouais. le mieux. Et là, j'ai eu affaire à des chefs d'entreprise qui étaient évidemment tout à fait normaux dans leur comportement, ça n'avait rien à voir. Sauf que beaucoup de chefs d'entreprise à l'époque, vous savez, avaient fui Paris parce que les Russes devaient arriver sur la place de la Concorde. Donc, ils étaient installés aux États-Unis. Et j'ai fait une grande manifestation avec plein d'entreprises françaises et j'ai loué les magasins Bloomingdale à New York Oui. pour montrer les produits français pendant 15 jours. Et à ce moment-là, ces chefs d'entreprise importants, hein, il y avait Bernard Arnault et tout ça, ont pris une page dans le New York Times et c'était marqué « Merci Madame le Ministre » en français, avec tout un texte pour me remercier d'avoir fait Bloomingdale et une petite traduction en anglais en bas. Alors j'ai demandé à les rencontrer pour les remercier. Ils avaient un endroit où ils se retrouvaient, je leur ai dit merci, c'est très, très aimable à vous, ça m'a beaucoup touché, mais maintenant il faut rentrer, hein. Et ils sont rentrés, effectivement. Ça s'est très bien passé. Donc là, c'était le plus beau ministère que j'ai eu, parce que d'abord, ça n'intéresse pas les journalistes, donc ils ne peuvent pas vous attaquer. Ils ne savent pas ce que c'est, le commerce extérieur. Ça n'intéresse pas beaucoup la classe politique, donc on vous fiche la paix. Et vous pouvez faire des opérations formidables. J'en ai fait dans le monde entier. J'ai emmené des chefs d'entreprise dans le monde entier. On a fait des manifestations pour les produits français absolument partout. C'était très intéressant et avec beaucoup de résultats. Et comment vous expliquez que ça n'intéressait pas les journalistes, pourquoi pas, mais vos collègues et vos camarades de lutte, quoi? Non, je veux dire, pourquoi non, mais ça ne les intéressait pas? Parce que c'est quand même le cœur de la production de richesse. Non. Et avant de la répartir, il faut bien si la vous voulez, produire. la classe politique en général et la classe administrative, et en gros c'est la même chose, hein, beaucoup, ne s'intéressent pas à ce qui est l'économie réelle. Et ne s'intéressaient pas du tout, ne s'intéressent toujours pas d'ailleurs au commerce extérieur. Il y a dans l'attitude française, si vous voulez, quelque chose qui fait que ce qui se passe à l'étranger n'est pas intéressant. Ça, je l'ai vu beaucoup de fois. C'est pour ça que quand je suis arrivée à Matignon, on y reviendra tout Oui, à bien l'heure, sûr. j'ai créé l'intelligence économique. Alors justement, je disais tout à l'heure une cohérence parce que après ces deux portefeuilles en fait, mais qui n'en sont qu'un, hein, même Oui. s'il y a Oui, c'était la même terminologie chose. un peu différente Oui. autour du commerce extérieur. Après, il y a la pause évidemment de la cohabitation, 86-88, Oui. là que vous vivez au Parlement. puisque J'étais députée, Vous êtes oui. députée, donc vous faites votre rôle Oui. d'opposante, Oui. en quelque sorte, Oui. et de préparation, j'imagine, de l'élection présidentielle Bien sûr, de oui. 88, hein, et donc de la reconquête du pouvoir. Et dans le premier gouvernement Rocard, vous êtes ministre aux Affaires européennes. Oui. Donc il y a une certaine continuation quand même dans le Oui, sens... oui, si on veut, oui. C'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose. Donc j'aimerais un peu qu'on s'arrête un peu là-dessus. Parce que, non pas, alors bien entendu sur votre portefeuille, vous alliez y revenir, mais sur les circonstances qui font qu'à un moment,
vous vous dites ce n'est plus possible, Oui. et donc vous posez un acte de rupture, Oui. ce qui n'est pas si fréquent. Non. Chevènement en a posé quelques-uns, Ouais. Rocard en a posé un en 85, mais après tout, peu d'hommes et ou de femmes politiques ont posé des actes de rupture à ce point-là. Oui, bah, Donc écoutez, j'aimerais que vous Oui. reveniez un peu là-dessus. c'est très simple. Le ministère, Mitterrand avait voulu que ce ne soit pas un secrétariat d'État, mais un ministère des Affaires européennes. Les affaires européennes, elles se traitaient à l'Élysée, hein, Bien Maastricht, etc. Bon, il y avait le président et sa petite équipe, avec Elisabeth Guigou, des gens comme ça, qui s'occupaient de l'Europe. Et puis, il y avait le ministère des Affaires étrangères, avec Roland Dumas. Et Roland Dumas avait interdit à ses collaborateurs de me donner la moindre information. Donc j'étais obligée d'aller à Bruxelles voir Jacques Delors pour avoir des informations. Donc c'était intenable, si vous voulez. J'avais l'impression que ce que je faisais ne servait à rien. Et cette espèce de rivalité qu'il y a entre gens du même parti, c'est quelque chose qui m'a toujours paru monstrueux, parce qu'on a autre chose à faire quand même. Et donc j'ai décidé non seulement de démissionner, mais comme à ce moment-là c'était la réunification des deux Allemagnes, et que les Allemands étaient partout en Europe de l'Est, partout, hein, j'ai créé avec François Pinault-Valenciennes, Didier Pinault-Valenciennes, j'ai créé une entreprise pour implanter les sociétés françaises dans les pays de l'Est. C'était un peu comme le commerce extérieur, si vous voulez. Et donc, on avait dans toutes les capitales des pays de l'Est, à Prague, etc., on avait une petite structure, et on a aidé un nombre considérable d'entreprises à s'implanter. Je pensais que pour l'intérêt de la France, c'était mieux que de ne rien faire aux affaires européennes. Et donc, une fois Maastricht passé, j'ai choisi ça. Et je ne l'ai pas regretté, hein, ça m'a beaucoup intéressé, c'était très productif, il y a eu d'excellents résultats, et puis personne ne m'embêtait. Et donc, finalement, votre rupture, votre choix de démissionner, il est plus lié aux modalités de fonctionnement, Oui, oui. à l'absence de rapport, en réalité, Non, à l'attitude de Roland Dumas, beaucoup. mais pas tellement par rapport à des choix politiques. Non, non, non. Vous non, n'aviez pas... parce qu'il se trouve que je ne sais plus où, je suis tombé sur une phrase où vous expliquiez que vous quittiez le ministère parce que vous étiez en désaccord avec la politique européenne menée par le Premier ministre. Pas du tout, j'ai jamais dit ça. Ah bon, jamais. Alors, donc ça doit être une... Non, non, parce mais que ça m'a c'est- étonné beaucoup, parce que, évidemment, comme vous l'expliquiez, la politique européenne, elle était menée à l'Élysée, elle n'était pas menée à Matignon. Ce serait su si c'était mené à Matignon et pas à l'Élysée. Donc j'avoue que j'étais surpris et que je me disais, mais c'est pas possible, il y a un truc que j'ai raté. Et donc c'est pour ça que je m'interrogeais beaucoup sur Alors, la cette raison pour laquelle je suis rupture. partie, c'est l'attitude de Roland Dumas. D'accord, uniquement. Oui. D'accord. Oui, uniquement, oui. Et aussi le fait que les affaires européennes se traitaient à l'Élysée. Oui. Moi, j'avais pas grand-chose à faire, finalement. J'avais à faire sur le plan intérieur, c'est-à-dire les répercussions de la politique, notamment économique européenne, sur les entreprises françaises. C'est pour ça que j'avais fait venir des gens de toute la France, les groupes d'études et de mobilisation, avec des chefs d'entreprise de partout pour discuter de qu'est-ce qu'il fallait faire sur le plan européen pour aider l'économie française. Ça m'a beaucoup intéressé. Mais en dehors de ça, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, essayons d'être utiles. Voilà. Et je voyais les Allemands partout. Et nous, on n'y était pas, dans les pays de l'Est. En plus de ça, quand il y a eu l'euro, ça a été... ça les a renforcés encore plus. Oui. Oui. Parce que ce qu'il y a, c'est que faut connaître ce qui s'est passé. Mitterrand voulait la monnaie commune, il voulait l'euro. Il savait que les Allemands n'en voulaient pas, parce qu'ils tenaient aux marques, qui étaient très forts. Et nous, on avait tout intérêt à passer à l'euro avec le franc qui était faible. Donc, il a dit à Kohl, voilà, je souhaite que les Allemands ne votent pas pour l'euro. Et Kohl, qui était très rusé, lui a dit, ok, ils voteront pas, mais en échange, moi, ce que je demande, c'est que les pays de l'Est, tous les pays de l'Est, qui venaient d'être libérés et qui n'étaient pas du tout prêts économiquement, entrent tout de suite dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce que sur le plan de l'industrie, c'était la sous-traitance dans les pays de l'Est, très bon marché pour l'industrie allemande. Et donc, Kohl, très habilement, a négocié cette disposition-là contre le fait qu'évidemment, il ne les faisait pas voter sur l'euro.
Et ce qui a permis de renforcer l'industrie allemande. Évidemment. Oui, mais ça, Mitterrand, l'industrie, ça ne l'intéressait pas, il ne savait même pas ce que c'était. Donc, ce qu'il voulait, c'est politiquement, il avait peur que les Allemands ne votent pas l'euro, il voulait l'euro, et donc il a fait ça. En échange, Voilà, je cède sur cette question-là, Ouais. qui pour moi n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Non. Voilà. Alors, du coup, vous faites cette petite pause, bon, rapide, à l'issue de votre poste ministère des Affaires européennes. Et quoi, un an après? Quelques mois après, vous revenez à Matignon. Oui, enfin, c'est-à-dire que moi, j'avais décidé que c'était fini. D'arrêter, oui. J'avais créé cette société qui marchait très bien, j'étais très contente. Et puis un jour, Mitterrand me demande de venir le voir, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je me demandais pourquoi. La 3e fois, il me dit, voilà, j'ai pensé à vous pour succéder à Michel Rocard. Je lui dis, je me souviens de la réponse, c'est « ils seront furieux ». Je lui ai dit ça. Oh, il m'a dit, mais c'est pas grave. Et j'ai commencé par refuser. Puis il a tellement insisté que j'ai fini par accepter. Mais dans la 2e partie du 2e mandat, quand les choses arrivent à leur fin, c'est la pire période pour être désigné à ce poste, la pire. Parce que d'abord, il y en a beaucoup, à commencer par Bérégovoy, qui était prêt à tout pour devenir Premier ministre, et puis des intrigues sans arrêt, des pièges, enfin c'était terrible. Alors, je profite justement de ce petit moment sur votre évocation de votre passage à Matignon. Tout à l'heure, vous me disiez qu'il n'y avait aucun rapport finalement entre le Parti socialiste. Quoi, je n'avais aucun rapport, ou pratiquement. J'avais pas de relation, si vous voulez. Voilà, entre le Parti socialiste et vous-même quand vous étiez ministre. Comment vous expliquez cette absence de rapport? Je ne sais pas, les autres ministres non plus. Hein, oui, c'est pas quelque chose qui vous est spécifique. Non, pas du tout. Et on avait des relations personnelles avec tel ou tel qui était au parti. Mais finalement, ceux qui étaient au parti, là, beaucoup d'entre eux étaient au gouvernement. Oui, mais il n'y a pas de lien, non pas organique, hein, pas du tout. Non, il n'y a pas de lien organique pour une raison très simple. C'est que qui est-ce qui commande? Quand c'est le parti, c'est le premier secrétaire. Hein. Mais quand le premier secrétaire est élu président de la République, c'est lui qui commande. Donc le parti passe au 2e plan. Et c'est pour vous la seule explication de l'absence de lien, en fait. C'est juste le fait que, comme c'est François Mitterrand qui est élu président de la République, et qu'en quelque sorte, ça dévitalise oui, c'est-à-dire l'organisation. Quand il y avait des congrès avec des motions différentes, je me souviens d'un congrès, le congrès de Rennes, je crois, il m'avait demandé d'intervenir parce qu'il y avait une espèce d'affrontement. Oui. Entre Fabusien et Jospinien. Voilà, c'est ça. On appelait Jospiniste à l'époque. Oui. Moi, ça ne m'intéressait pas beaucoup, ces histoires intérieures. Mais bon, j'y suis allée, j'ai pris la parole, j'ai essayé de défendre la position. Mais ces histoires de parti à l'intérieur, ça ne m'intéressait pas. Oui, les histoires de courant à l'intérieur du parti vous laissaient froide totalement. Moi, je trouvais que Rocard, sur beaucoup de plans, avait raison. Hein. Donc Mitterrand le détestait, c'est sûr, mais sur le plan économique en particulier, il avait une certaine vision. Oui, que vous partagiez plus que... Oui, en tous les cas, il en avait une. Il en avait une, oui. À la différence d'autres, vous estimiez qu'il n'y en avait pas. Pas du tout. Et pourtant, quand on regarde les livres d'histoire, souvent, comme vous avez succédé à Michel Rocard, souvent on dit Madame Cresson, en quelque sorte, a été le symbole qui a permis de tuer, entre guillemets, tout ça, Michel Rocard. Alors que fondamentalement, vous-même, dans votre parcours, en amont et par la suite, comme vous le disiez, partagiez pas mal de choses avec Michel Rocard. Et c'est pas quelque chose qui vous a... parce que moi, je me souviens d'avoir vécu, juste après le bac, cette histoire-là de 89, 90, 91, 92, où on avait le sentiment que les ministres rocardiens étaient éjectés. Oui, mais ça, c'est Mitterrand qui a fait ça. Voilà. Il voulait se débarrasser de Rocard. Et c'est vous qui avez servi en quelque sorte. Oui, mais moi, bien malgré moi, parce que moi, j'avais plutôt de l'amitié pour Rocard, et encore une fois, sur le plan économique, je partageais pas mal de ses points de vue. Alors, il y a un point qui m'a... D'ailleurs, vous l'avez dit en filigrane dans votre propos, à un moment donné, je ne sais plus où vous aviez dit, quand on exerce le pouvoir, c'est pour résoudre les problèmes. Et je me suis fait cette réflexion,
c'est évidemment la base, c'est-à-dire, quoi, me semble-t-il. Quand on prend des responsabilités, c'est pour évidemment régler les problèmes des gens, c'est pas pour la gloriole, quoi, pour avoir une barrette sur la veste. Mais je me suis dit, mais à partir du moment où on ne se dit que cela, à partir de quel fondement idéologique ou clivage ou raisonnement on arrive à structurer sa pensée? Parce que résoudre les problèmes des gens, je leur fais grâce de ça, qu'on soit de gauche, de droite, du centre, toutes les personnes veulent Mais bien résoudre les sûr. problèmes des gens. Donc ça ne peut pas être juste cet axiome-là qui sert de fondement à son action publique. Parce que sinon, dans ce cas-là, après tout, des technocrates aussi veulent résoudre les problèmes des gens. Sauf qu'ils ne le font pas. Alors, et Mais justement, si vous voulez, le changement de politique, c'était pas à ce moment-là, c'était au début, en 81, ouais. avec toutes les mesures qui ont été prises, notamment dans le domaine social. Bon, mais ça, c'était derrière nous. On avait fait les principales modifications qu'on voulait apporter. Donc, il n'y avait plus, cet enjeu-là n'existait plus. Mais il n'existait plus au moment, parce que, comme vous l'avez dit, il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été prises. Mais il y a toujours d'autres crises qui surviennent mais ça, c'est et qui autre chose. nécessitent évidemment d'en avoir d'autres, quoi, en quelque sorte. Alors, les autres choses ne sont pas des mesures structurelles fondamentales à prendre. C'était compte tenu du contexte, notamment de la construction européenne, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis il y avait des mesures qu'on avait dit qu'on prendrait, qu'on n'avait pas tout à fait prises, qui étaient par exemple les délocalisations. Oui. J'ai délocalisé beaucoup d'administrations dans les régions. Hein. Bon, des choses comme ça. Mais les choses fondamentales, elles ont été faites au début. Mis à part ce truc que moi je trouve catastrophique, qui était les 35 heures, qui ont été faites en dehors de moi, après moi, et par Jospin. Contre vous. Et contre vous. Non, contre pas contre pas vous, contre moi, mais bon, je veux contre dire, ce que vous pensiez. il faut être compétitif. Hein. Si on n'est pas compétitif, on perd des emplois. Les emplois, c'est pas juste. Ce que les gens veulent, c'est pas qu'on leur déverse de l'argent, c'est avoir un boulot. Hein. Et savoir vers quoi ils vont aller, quelle va être la suite de leur carrière. Donc ça, il faut être compétitif. Mais dans la classe politico-administrative, la compétitivité, c'est pas quelque chose qui les effleure. Donc vous avez dû être satisfaite quand Louis Gallois fait son rapport sur la compétitivité dans le dernier quinquennat. Je parle de mémoire que j'ai vécu un peu, puisque Louis Gallois, quand il écrit son rapport sur la nécessaire compétitivité du pays, c'était en 2013, Oui. et que ça induit un certain nombre de choix, ce qu'on a appelé, après qualifié Enfin, il y a encore beaucoup à faire. politique de l'offre. Oui, Il y a beaucoup à faire, d'abord parce qu'il y a une administration pléthorique. On le voit, par exemple, avec ce qu'on vit en ce moment, avec cette crise sanitaire. Je veux dire, la bureaucratie a beaucoup nui. Hein. Donc, on a une pléthore administrative. Il faudrait commencer déjà par tailler là-dedans. Si vous comparez avec les autres pays comparables, par exemple avec l'Allemagne, ils ont beaucoup moins d'administration. Et ça marche très bien. de couches administratives. Alors, Oui, il y a des couches. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les collectivités territoriales ou la structure de l'État? Non, je parle de la structure de l'État. Les collectivités territoriales, c'est très bien. La décentralisation, c'est très bien. Il faut que les élus locaux aient davantage de possibilités de marge de manœuvre. Par contre, édicter des choses depuis Paris et puis ensuite vouloir les contrôler depuis Paris, ça c'est très difficile et ça ne marche pas. Alors, je voudrais terminer juste notre entretien par, en quelque sorte, en bouclant la boucle. Vous cessez d'avoir des mandats nationaux en 1993, de mémoire. Hein, vous décidez de ne pas vous représenter aux élections législatives de 1993. Et pourtant, vous restez, parce que sans doute très attaché à Châtellerault, comme vous l'aviez expliqué, Oui, j'étais toujours resté adjoint, maire jusqu'en 97. Oui. Et puis, les règles du non-cumul, les règles non écrites du non-cumul, vous conduisent à n'être plus que, entre guillemets, première adjointe. Et vous restez première adjointe, j'avoue, je ne m'en souvenais plus, jusqu'en 2008. Oui. C'est cet attachement à Châtellerault qui fait que... J'étais très attachée à Châtellerault, je suis toujours d'ailleurs. Ouais. Très attaché encore, très attaché à Châtellerault. Comme quoi, une ville que vous avez découverte en 1975, 76, 77, est demeurée
extrêmement importante Ah oui, à parce vos que yeux jusqu'encore moi, je Kharkiv. connaissais mal la province. Et là, j'ai découvert, mais cette ville est un peu exceptionnelle, il faut dire. Elle a des caractéristiques qui me touchaient personnellement. Et c'est pour ça que je me suis intéressée. Mais une fois à Matignon, j'ai pu faire quand même des choses, comme par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, l'intelligence économique. Ouais. Parce que je me suis aperçue d'une chose, c'est que nos entreprises étaient très mal informées sur ce que le client, le partenaire, etc., veut. C'est Napoléon disait, que veut l'ennemi? L'ennemi, ce n'est pas forcément un ennemi, ça peut être un client, un concurrent, un partenaire, etc. Donc, je me suis aperçue d'une chose, c'est que par exemple, quand on voulait vendre des centrales nucléaires à la Chine, on avait la meilleure technologie, et puis les services spéciaux me disent ah oui, mais les Allemands vont gagner. Comment? Pourquoi les Allemands vont gagner alors qu'on est meilleurs? Eh bien parce que les Allemands avaient eu cette idée tout à fait remarquable de dire qu'ils allaient former le personnel gratuitement pendant 10 ans, ce qui coûte rien, hein. Au contraire, ça fortifie les liens, c'est très bon. Simplement, nos entreprises avaient complètement omis ce côté-là. Donc le Chinois qui voit arriver une centrale nucléaire dont il ne sait pas se servir, évidemment, il va accepter l'offre qui lui propose la formation. Donc je dis aux industriels français, vous proposez la formation pendant 20 ans, gratuit. Ils l'ont fait. Et nous avons gagné 3 centrales nucléaires. Et bien là, vous me croirez si vous voulez, les fonctionnaires du Quai d'Orsay sont venus engueuler mes collaborateurs sur le thème « ça ne se fait pas ». Non, ça ne se fait pas de connaître ce que veut le client. La cible, simplement. Et de gagner un marché. Ils étaient prêts à perdre 3 centrales nucléaires pour simplement, parce que ça ne se fait pas. Je les ai convoqués dans mon bureau, j'aurais dit « ça ne se fait pas, je voudrais bien savoir comment font les autres maintenant ». Vous allez repartir dans votre superbe ministère, organiser les réceptions, vous faites si bien, puis vous nous laissez travailler. Mais c'est fou. Donc ça, la France, c'est ça. Et quand j'ai voulu mettre en place l'intelligence économique, avec un groupe de travail présidé par M. Martre, président de l'aérospatiale, j'avais invité les grandes entreprises et les grandes administrations. Le ministère des Affaires étrangères a refusé d'y siéger au motif que ça ne nous concerne pas, parce que c'est les entreprises. Est-ce que vous imaginez une seconde le Foreign Office refusant de siéger dans une instance de ce type alors qu'ils font ça jour et nuit? Donc quand je vous dis que la France a un retard terrible par rapport à l'étranger, à ce qui se passe, pas tellement les chefs d'entreprise, mais ils ne peuvent pas tout faire, mais l'administration, c'est quelque chose de terrible. Et vous n'avez pas le sentiment que ces dernières années, et quand je dis ces dernières années, c'est depuis 6, 7, 8 ans, hein, que suite à l'impulsion que vous aviez donnée, que les choses ont un peu évolué là-dessus? Il y a une certaine évolution, mais écoutez, quand je vois la désindustrialisation de la France, c'est très tard pour s'y prendre maintenant. Là, ils s'en aperçoivent avec les problèmes sanitaires, mais il n'y a pas que les médicaments, il y a tout. Il n'y a pas que la production de médicaments ou de masques qui fait qu'on s'est désindustrialisé. Mais vous vous souvenez peut-être qu'il y avait parmi ces fonctionnaires, ces énarques, il y en avait un, je ne me souviens plus de son nom, qui disait « l'industrie c'est fini, maintenant c'est les services ». Comme si les services remplaçaient l'industrie, alors que chaque emploi industriel crée 3 emplois de services. Et que s'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de recherche. Donc on ne va pas progresser. Et c'est ce qui s'est passé. C'est le retard que nous avons accumulé en matière de capacité productive, comme dirait l'autre. Un retard terrible et qui n'est pas encore surmonté, avec une administration qui est encore pléthorique. Quand on compare avec les autres pays, il y a beaucoup plus de fonctionnaires. Et donc, une situation où on dépense de l'argent inutilement. Par exemple, quand la Cour des comptes a dit qu'il fallait supprimer le Conseil économique et social, qui ne sert absolument à rien. Et il l'a dit, la Cour des comptes l'a dit, ça n'a pas été suivi des faits. Donc ce sont des structures. Quand il y a un problème, on crée une structure. Ce qui est typiquement français. Oui. Et votre passage à Matignon est bref, puisqu'il dure un peu moins d'1 an. Oui, parce qu'on a perdu les élections intermédiaires qu'on perd toujours. Quand de on 92, ce qui n'était pas foncièrement une surprise et ce qui n'est pas, ce qui ne dérogeait pas à la règle de la Ve République, finalement. Est-ce que, une question un peu, pas gênante parce qu'elle ne l'est pas fondamentalement, mais est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment aussi d'avoir en quelque sorte perdu le pari que vous aviez fait de venir à Matignon, parce que vous aviez été la première, et puis jusqu'alors la seule femme? C'est une question un peu bateau, mais je suis obligé de la poser parce que malgré tout, on se dit,
Madame Cresson a été la seule femme première ministre, donc ça a bien dû jouer quand même. Bien sûr, et j'en prends pour exemple M. Daubert, qui a été quand même ministre de la Recherche, c'est pas n'importe qui Daubert. Quand j'ai été nommée à Matignon, il a dit « voilà la Pompadour ». Alors que j'avais été député, conseiller général, 5 fois ministre, donc j'avais fait mes preuves sur le terrain. Maire. Non, et maire, eh bien voilà. Donc ça veut dire que quand on est une femme, le suffrage universel ne suffit pas. Il faut quoi d'autre alors? Hein? Qu'est-ce faudrait-il de plus si le suffrage universel ne suffit Rien, pas? il faut pas être une femme. Ouais. Puisque moi j'avais tout. J'avais fait mes preuves à tous les niveaux, hein, local, ministériel, etc. Et bien voilà. Eh bien, on terminera sur cette note, je ne sais pas si elle est positive ou enthousiasmante, mais en tous les cas qui laisse la place à d'autres conquêtes, à d'autres luttes pour les femmes notamment. Bon, il y a encore beaucoup à faire. Ça s'est amélioré un peu. Oui. Mais enfin, moi je me souviens quand on montait à la tribune de l'Assemblée, ils criaient à poil. Hein, surtout après le déjeuner, quand ils avaient bu un coup. Quand ils avaient bu un coup à la buvette. Oui. Non, c'est monstrueux. Et ça, c'est en France, parce qu'en Angleterre, vous n'avez pas ça. Jamais. Mais est-ce que les comportements, ça ne veut pas dire qu'ils aient disparu, loin de là, hein, mais est-ce que les comportements grivois, au final, d'une inconséquence crasse, n'ont-ils pas tendance à diminuer avec simplement le fait qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale vous avez 40% de femmes, oui. Non, ça, donc on peut plus trop se le permettre. Non, ça s'est un peu amélioré, mais c'est toujours sous-jacent. Ouais. Ils osent moins. C'est culturel. Oui, c'est culturel. En quelque sorte, et chasser les naturels, il reviendra au galop. Oui, parce que même dans les pays du Sud, en Espagne et au Portugal, c'est pas comme ça. Non, bien sûr. Et le taux d'ailleurs de représentation des femmes est souvent supérieur à celui de la France. Non, la France est très en retard sur ces deux plans, qui vont d'ailleurs, à mon avis, de pair. On ne connaît que soi-même, on méprise l'autre, le reste, l'étranger, le concurrent, ce que font les autres, on ne veut pas le connaître, et on est replié sur soi-même. Et ça, c'est la classe politique française pendant longtemps. Alors, elle est en train d'un peu évoluer, mais il y a encore beaucoup à faire. Eh bien, merci. Là, on termine sur une note bien plus positive et donc bien plus agréable. Merci beaucoup, Madame Cresson, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je vous en prie. Et puis à très vite. Merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.